responsabilités qu'on peut avoir. C'est très gratifiant. Et en plus, j'ai vécu des temps extraordinaires, puisque la médecine a progressé par bonds exceptionnels. D'ailleurs, Jean Bernard avait dit, il y a déjà quelque temps, bien sûr, puisqu'il est décédé maintenant, il avait dit... Pour les auditeurs et les auditrices, qui est Jean Bernard? Jean Bernard était un très très grand hématologue parisien, qui était mondialement connu et qui a développé les premiers traitements de leucémie pour l'enfant. Et puis il a animé un service à Paris, puis il a dirigé le premier comité national d'éthique. Il l'a présidé. Et il disait la médecine a progressé en 20 ans plus que dans les 20 siècles précédents. Et c'est vrai, le nombre de découvertes qu'il y a eu a été époustouflant, si bien que les maladies qui n'étaient pas curables quand j'étais étudiant, eh bien aujourd'hui ont des solutions thérapeutiques. Et donc ça a été extraordinaire d'accompagner cette progression. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi satisfaire dans ce métier. Cependant, on arrive toujours à un moment dans sa vie professionnelle où on voudrait essayer de trouver des solutions à des problèmes de moyens insuffisants, d'organisation inappropriée. Et donc, quand on fait tout cela, eh bien, on se dit, est-ce qu'il faut s'impliquer dans des lieux où se prennent les décisions et où on organise les choses? En fait, c'est pour appliquer plus d'action à votre première action Oui, au service des hommes et des femmes malades. Tout à fait. Et j'avais eu déjà cette remarque qu'en 1958, en un temps où je n'étais pas encore bien du tout, bien évidemment, même étudiant, mais en 1958, il y avait une très grande réforme qui a développé les centres hospitalo-universitaires et qui a fait que l'hôpital français est devenu mondialement connu, très respecté et de grande qualité. Et cette réforme, on la doit à toute une série de médecins de l'époque qui ont élaboré ce projet après avoir été visiter différents pays, aux États-Unis, autres pays européens, et ils ont développé le meilleur système qui puisse être imaginé à l'époque. Et ça continue encore? Et ça continue encore. Et on se dit, bon, il faut que la même démarche soit faite aujourd'hui, que des médecins s'impliquent avec d'autres professionnels de santé pour développer les réformes qui demain feront que la médecine du XXIe siècle sera toujours en avance au niveau français par rapport au reste du monde pour être exemplaire. Et donc ça donne envie d'être aussi parmi ceux qui contribuent à ces réformes souhaitables, et il y a beaucoup à faire. Donc finalement, c'est votre métier de médecin, de professeur de médecine qui vous a poussé à vous dire finalement j'ai envie de rédiger des lois, des amendements. Alors justement, si vous avez un souvenir presque récent, à quoi vous avez servi à l'Assemblée nationale au niveau de la santé? Alors, c'est une mauvaise expression, à quoi vous avez servi, mais si, je comprends. Avec quelle force vous avez voulu telle chose? Il y a eu plusieurs dossiers importants. Juste pour en citer quelques-uns, je me suis battu pour développer les conditions pour faciliter les prélèvements d'organes qui permettent les greffes. Parce que toute ma vie, j'ai vu que nous avions des possibilités pour guérir des malades qui sont en insuffisance cardiaque, en insuffisance rénale, en insuffisance hépatique, et que malheureusement, beaucoup d'entre eux ne sont pas guéris, et donc ils décèdent, simplement parce qu'il n'y a pas d'organes. Or, il y a évidemment plus d'organes qui pourraient être utilisés s'il y avait une meilleure compréhension dans la population et une organisation optimale. Et donc, une nouvelle loi a été votée qui permet cela maintenant. Ça a été un combat, mais ça a été intéressant parce que c'est un combat qui n'a pas été partisan. Pour développer cette action, j'ai été parler avec mes collègues de droite comme de gauche et qui ont compris tous les arguments que j'ai développés. En fait. Tout à fait. Et donc ça a été en définitive approprié par beaucoup de gens qui ont fait cette avancée contre les réticences qui pouvaient s'exprimer ici ou là. Et donc ça permet que depuis le 1er janvier de cette année, maintenant, le nombre de prélèvements est en augmentation. Alors justement, et que plus de malades peuvent être traités. Quel est le mode d'emploi? Alors quand on arrive à l'Assemblée nationale, il faut accepter au début très humblement d'être un étudiant. Même si on a derrière soi une carrière professionnelle, il faut dire que l'on apprend. Et les premières années sont des années d'apprentissage. La chose qu'on apprend le plus vite, c'est à rédiger les lois. En 3 mois, on sait faire parce que
bon... oui, mais enfin, vous avez un bac plus 25, on va non, dire non, ça mais comme ça. Donc, tous tout les députés n'ont pas votre niveau tout le monde apprend à rédiger. intellectuel. Non, c'est simple. C'est pas d'une complexité très grande de rédiger un texte de loi ou d'amendement. Par contre, si on veut avoir une chance qu'il soit adopté, c'est ça où il faut avoir tissé un réseau. Mais qui ne soit pas seulement dans son propre camp, parce que les gens ne votent pas le plus souvent tout le bloc de droite ou tout le bloc de gauche. Il y a, pour beaucoup de sujets, une liberté laissée aux députés qui fait qu'ils comprennent ou ne comprennent pas telle ou telle évolution. Et c'est singulièrement vrai dans toutes les questions de société, dans toutes les questions de bioéthique, dans toutes les questions médicales. Ici, il n'y a pas une véritable action politique. Ce sont des convictions qui existent à droite comme à gauche, mais qui sont partagées. Il y a aussi parfois même des convictions religieuses qui peuvent être appliquées. Justement, les convictions religieuses, on a parlé des prélèvements d'organes. Est-ce que les gens, facilement, on doit signer un papier? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour tenir compte de tout cela, sachant que la plupart des grandes religions monothéistes sont favorables, puisque c'est un geste merveilleux de solidarité, où au-delà de sa mort, on permet à des vivants de pouvoir guérir. Donc, clairement, les religions sont pour cet acte de fraternité. Cependant, parfois, certains cultes du mort représentent un obstacle technique au prélèvement d'organes. Et puis, certains cultes, c'est-à-dire quand on... Eh bien, le délai qui s'écoule après la mort, avant que l'on puisse toucher au corps et donc réaliser des prélèvements. Et puis il y a aussi beaucoup d'appréhension, des gens qui vont dire non parce que dans un moment de deuil où la famille est très éprouvée, où elle peut être quelquefois un petit peu blessée par le fait que cet accident qui vient de se passer, dont la personne a été victime, ça a été, je sais pas, mais ça peut être même une conséquence d'attentat, ou ça peut être un accident de la circulation, où la personne a été renversée violemment par quelqu'un. Ils n'ont pas, dans leur état d'esprit de ce moment-là, envie d'être particulièrement généreux. Alors comment est-ce que vous faites? Alors on a résolu ça en disant qu'en réalité, ce n'est pas à la famille de décider, mais c'est à chacun de nous. Et donc il faut amener chacun de nous à avoir toutes les possibilités, s'il le souhaite, se soustraire à ce devoir. Donc une démarche individuelle, très individuelle. Voilà. Et en définitive, la famille est soulagée de cette question qui est toujours perturbante, dans les minutes qui suivent un deuil, de devoir prendre cette décision. Ce n'est pas à la famille de se décider, c'est à chacun. Et d'ailleurs, quand la famille, dans les pays où on interroge les familles, quand celle-ci est impliquée, on se rend bien compte que c'est très difficile parce qu'il n'y a pas une position unanime d'aucune famille. Une famille, c'est un assemblage d'une douzaine de personnes qui sont là. 8 sont favorables, 4 s'y opposent. Et comment vous prenez votre décision alors? Donc il vaut beaucoup mieux que ce soit la personne même. Chacun d'entre nous doit réfléchir dès l'âge de 18 ans à ce qu'il adviendra de ses biens, au-delà de sa mort, s'il décède, c'est quand on fait un testament, mais plus encore à ce qu'il adviendra de son corps, est-ce qu'on veut être incinéré ou est-ce qu'on veut être inhumé, et plus encore à ce qu'il adviendra de ses organes, s'il y a la possibilité que quand on décède, 3 de nos organes sont prélevés pour sauver 3 personnes, parce que c'est comme ça que ça se passe. On peut sauver 3 personnes. Et quand on fait une enquête dans la société, pour savoir si les gens sont d'accord pour recevoir un greffon, on a 100% d'accord pour recevoir. La réception, oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même probablement une majorité des gens qui sont aussi d'accord pour donner. C'est bien. Jean-Louis Touraine, donc député du Rhône que nous recevons en toute franchise, vous êtes donc député, vous allez vous représenter, ce sera votre 3e mandat, vous allez vous représenter sous l'étiquette de Macron en marche. La République en marche, depuis aujourd'hui, c'est le nouveau sigle. Et vous avez contribué, on en parlait tout à l'heure en antenne, au programme de santé d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a dans la société médicale beaucoup d'angoisse, parce que je crois que Marisol Touraine n'a pas été comprise ou acceptée ou reçue par le monde médical. Et qu'est-ce qui va changer avec Emmanuel Macron au niveau de la santé? Oui, je crois que la période qui s'achève a montré qu'il n'y a pas eu assez de dialogue
et de concertation entre les professionnels de santé et les pouvoirs publics. Mais ça accrochait sur quoi? Bon, on peut faire un tout petit résumé? Oui, pour les on peut dire auditrices et qu'il les y auditeurs. a eu des avancées dans le sens où il y a un peu moins d'inégalité pour les patients par rapport au passé, certaines dispositions qui permettent de développer des actions de prévention se sont mises en place. Par contre, la concertation n'a pas fonctionné pour le développement du tiers payant, pour ne prendre que cet exemple. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron va substituer au tiers payant généralisé que proposait Madame Marisol Touraine, un tiers payant généralisable, c'est-à-dire que c'est laissé plus au choix, à l'initiative, à la bonne volonté des uns et des autres. D'ailleurs, beaucoup de médecins nous disent que dans des quartiers peu favorisés sur le plan socio-économique, ils le pratiquent déjà, ce tiers payant. Donc, ils veulent simplement qu'on les laisse l'organiser comme ils le souhaitent. Donc, on voit bien que par le dialogue, on peut faire en sorte que les médecins, les professionnels de santé s'approprient davantage les choses. Et c'est ça le maître mot des réformes qui seront réalisées pendant ce prochain mandat. Donc, en définitive, oui, moi, ce que j'ai conseillé à Emmanuel Macron depuis quelques mois, c'est d'abord de mettre en toute première priorité, et il l'a tout à fait accepté, la prévention. Parce que notre pays est bon en médecine curative, on est un des meilleurs pays au monde pour les soins et pour l'accès aux soins de tout le monde, qu'on soit fortuné ou dans la précarité, on peut se faire soigner même des maladies les plus graves, même celles qui coûtent le plus cher. Une greffe de cœur peut être faite pour un ouvrier non spécialisé, à la différence de ce qui se passe par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc ce système est efficace et on peut l'améliorer, mais il est déjà bon. On peut même dire qu'on est vraiment dans les meilleurs pays au monde. Par contre, en prévention, nous ne sommes pas du tout dans les meilleurs pays. Et ça veut dire la prévention pour les jeunes, femmes, pour tout le monde, pour tout le monde. La prévention, ça commence effectivement dès l'enfance. Il faut dès l'école apprendre. Donc à l'école. C'est valoriser déjà notre santé, ne pas attendre d'avoir des maladies, prévenir l'apparition de ces maladies et savoir que notre comportement conditionne beaucoup de choses. La première des choses, ne pas fumer. Ne pas fumer quand on est adolescent, parce que ça cause dans notre pays près de 90 000 morts chaque année en France. C'est la première cause de mortalité évitable. Un fumeur sur deux meurt des conséquences de son tabagisme. Et donc, quel dommage. Un bon entendeur, hein, j'espère. Oui, quel dommage. Et c'est très difficile de s'arrêter. Moi, j'ai été fumeur quand j'étais jeune, et il m'a fallu un effort de volonté notable pour arrêter. Et je me dis, mais c'est tellement plus simple de ne pas commencer. Donc, si on peut trouver les moyens, les ressorts, pour montrer aux jeunes que l'image du tabac, ce n'est pas du tout une image de liberté, d'égalité pour les filles. Oui, voilà. Donc, avant, les filles ou ne d'être fumaient pas. grand. Et maintenant, elles croient qu'elles vont être plus adultes et plus égales avec les garçons parce qu'elles fument. Non, au contraire, elles abîment leur peau, elles abîment leur haleine, elles sont moins attractives et elles sont moins épanouies et leur santé s'en détériore. Écoutez bien, hein, le professeur Touraine, mesdames. Mais je ne veux pas être dans la coercition du tout, hein, vous m'entendez. Bien sûr, mais dans la prévention. Si on disait petit à petit que l'image du tabac, c'est ringard. Le tabac, c'était la génération d'avant, voilà, ils ont été bêtes, ils sont laissés entraîner, l'industrie du tabac les a convaincus de faire des bêtises. Comme des fois, vous savez, on présente certaines productions de l'industrie agroalimentaire d'avant, avec ce qu'on a appelé de la junk food. On dit, maintenant c'est ringard, il vaut quand même mieux manger des produits sains, plutôt que des produits qui sont de mauvaise qualité. Bon, le tabac, c'est de la très mauvaise qualité. C'est quelque chose qui est donc on a compris, pour une génération écoulée, mais les jeunes devraient avoir tendance à chercher un épanouissement de meilleure qualité. Professeur Touraine, ça y est, vous m'avez convaincu, vous êtes donc député du Rhône. Vous avez dit l'autre jour qu'avec Emmanuel Macron, il y aurait des pratiques politiques nouvelles et que finalement tout allait changer. En revanche, on a l'impression quand même que les partis politiques, le Parti socialiste comme les Républicains, n'ont pas envie de changer. Alors ça veut dire quoi? Vous qui allez vous présenter pour la 3e fois dans la circonscription qui est la numéro 3. Alors ça ne veut rien dire pour... Dans Lyon, il y a 4 circonscriptions. Voilà, alors la 3e, c'est celle qui est de ce côté, enfin, on va donc dire oui, sur la rive nous gauche, sommes la rive gauche du Rhône. À Lyon voilà. 3e, d'accord. 3e, 7e et 8e.
Donc une circonscription très grande, hein, c'est ça, qui est très colorée, avec des communautés... Très varié. Il y a des quartiers résidentiels et des quartiers populaires. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire un